Voilà, donc la première personne que je voulais vous mentionner, je vous disais d'origine allemande, est Penck, qui est une personne qui est née à Dresde. A.R. Penck est un nom qu'il a adopté pour sa pratique artistique. Directement, vous avez devant les yeux un travail qui est en fait une toile. Ça veut dire qu'ici, nous sommes devant une conception qui n'est pas directement création dans l'espace urbain, l'espace public, bien que ce soit quelqu'un qui soit lié, qui sorte en fait de la culture de la rue, qui était vraiment marquée par des populations issues de minorités raciales. Il est tagueur, il développe cette tendance expressionniste et sa manière finalement de dire, de mettre en place un certain langage n'a effectivement rien de conventionnel. Peut-être on pourrait y reconnaître des signes qui sont ceux qu'il emprunte à des cultures, je dirais, très anciennes. On est entre le dessin et le signe qui pourrait devenir lettre et se lire. Donc il y a une codification extrêmement graphique que notre œil peut suivre. Parfois, les éléments sont placés pas par rapport à la hauteur et la largeur de la toile. Et vous voyez ici ce grand personnage qui semble être dynamique, en mouvement. On le voit au niveau des pieds, donc personnage nu, rempli de rouge avec une série de signes dans le corps. À l'extrémité de son pied gauche à lui, pour nous du pied droit, vous voyez qu'il y a une invitation à rejoindre une ligne assez souple, très sinueuse, qui est en fait l'expression d'un chemin, ce qui vient donner l'intitulé au travail ici de Penck. Vous pouvez observer qu'il y a aussi une manière très particulière de penser l'espace. Les rapports d'échelle n'ont rien à voir évidemment avec la mise en perspective de l'espace. On est plutôt dans une forme qui précéderait le développement, je dirais, articulé avec des références à des lois, à des codes de figuration occidentale, ce qui nous ramène à quelque chose d'assez primitif, d'assez originel, quelque chose qui serait plutôt archaïque. Vous voyez, dans son pied, il y a une espèce de, comment je pourrais dire ça, comme une vague, comme un M multiplié. Là, on pourrait y reconnaître le signe de l'eau qu'on a dans l'écriture égyptienne, mais qui n'est pas du tout une écriture alphabétique, qui est dessinée. Donc, il y a comme ça des emprunts à différents moments de l'expression de l'humain dans une relation à l'espace et au temps. Et la difficulté, c'est que Penck, déployant une série donc de lettres, de chiffres, de symboles, de pictogrammes, pourrait-on dire, ne livre pas systématiquement les clés de lecture de sa proposition artistique. On pourrait se poser la question, pourquoi en est-il venu à utiliser ce langage très, très spécifique et qui concerne l'humain, puisque la figure humaine est là, à l'intérieur de son travail, ayant finalement un niveau artistique presque préfiguratif, hein, très, très simple. J'ai une fois lu ceci le concernant, c'est que fin de 1961, alors que Penck revient en Allemagne de l'Est au moment où on est en train de construire le mur, il va malheureusement s'exprimer et il va manifester un mécontentement par rapport à cette attitude sur le territoire allemand. C'est quelque chose qui n'était pas admis, qu'un citoyen prenne la parole et s'oppose. Et donc, il va se retrouver enfermé. Là, il sera victime, si vous voulez, du régime totalitaire. Il va se retrouver enfermé pendant 19 années. Donc,
entre 61 et 1980, donc 80, c'est le moment où il revient en tant que citoyen, retrouve ses contacts avec le monde. Et c'est ça qui va être un peu le développement de sa proposition artistique. Peng va toujours essayer de comprendre la relation qui s'établit, la dynamique qui peut unir l'individu à la collectivité, l'humain au groupe. Peng est quelqu'un qui a des références philosophiques, des références à la littérature, mais qui va codifier cela. Donc il était profondément marqué par ce fait d'être empêché de s'exprimer, de ne pas avoir la liberté de dire. Et son écriture va donc se codifier pour signifier justement cet espace qui est restreint quand on veut prendre la parole et qu'il y a un régime fort qui empêche cela. Donc il a besoin d'exprimer à travers son travail cet appel ou cette soif de la liberté qui n'est effectivement pas possible pour tout un chacun dans n'importe quel territoire. Voilà un autre travail concernant ici de nouveau une évocation de l'humanité. Donc peut-être le temps de passer votre regard un peu sur la surface de la toile, de nouveau l'usage de l'acrylique. Une toile carrée de 3,40 m de côté. Donc on est face à une belle surface qui devient véritablement une sorte de... On est entre le paysage et le principe à nouveau d'une écriture. Et vous voyez apparaître, je dirais, des silhouettes, des éléments extrêmement stylisés. Donc vous avez le grand lion qui se trouve tout à fait à l'avant, frontal, qui occupe la hauteur de l'image. Et juste un peu à l'arrière de sa queue, sur la partie gauche, vous avez l'évocation d'une surface d'eau, là où deux petits animaux viennent boire. Et de part et d'autre de cette surface d'eau, vous trouvez l'évocation de l'humain. Donc, d'un côté, vous avez l'être masculin, de l'autre, vous avez l'être féminin. Et le tout apparaissant, cette surface d'eau, comme une fracture ou comme une sorte d'effet miroir, avec des tonalités jaunes, et qui, je trouve, convoque véritablement la culture africaine, la culture vraiment primitive dans le bon sens du mot, qui peut être aussi une forme de référence à laquelle Penck va puiser pour construire sa pratique. Donc je pense qu'on peut se laisser véritablement porter par une lecture, et une lecture qui va nous transporter bien au-delà de ses origines allemandes. Et comme c'est le cas pour certains artistes que nous avions mentionnés, comme pour Basquiat également, ce besoin donc d'aller chercher modèle dans des cultures avec une pratique plus expressive, plus immédiate, et qui parle aussi d'une relation très différente entre l'homme, l'être humain et le monde naturel, peut-être une sorte d'équilibre différent de ce que nos cultures occidentales peuvent déployer. À nouveau ici, en parlant de ce qui est l'expression de la terre, l'expression de l'animal, l'expression de l'humain, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de respect de la logique ancienne, donc de la logique qui serait héritée de la Renaissance, de la mise en perspective et d'une certaine forme de hiérarchie, de supériorité justement de l'humain par rapport à l'animal. C'est tout à fait l'inverse qui est proposé ici. Et on a en même temps un choix important, si vous voulez, de motifs qui rythment pour notre regard un déplacement sur la surface de l'image. Un autre artiste allemand, mais qui, lui, va directement venir rappeler, convoquer la dimension expressionniste. Dimension expressionniste, voilà, je vous reglisse pour ceux qui ont déjà des points de référence.
qui est une tendance, donc un groupe d'artistes qui s'est développé au début du XXe siècle, juste avant la Première Guerre. Certains d'entre eux ont formé un groupe qui s'intitulait Die Brücke. Donc, on a eu l'occasion de l'évoquer l'année dernière. Je vous reglisse une image ici de Marcella, une réalisation donc d'une huile sur toile, pour simplement vous réévoquer. Donc, il y a quelque chose de propre à la culture allemande et autrichienne qui s'inscrit dans l'expressionniste. L'expressionniste, quelqu'un qui a besoin de souligner, de dire avec une forme, je dirais, puissante, ses questions, ses difficultés de relation à la société, pour le dire très simplement, une forme de malaise ou de mal-être, ce qui va impliquer, en le rappelant très globalement, de la déformation, des couleurs qui peuvent être extrêmement fortes, très contrastées, une image qui va se resserrer autour de l'humain dans ce cas-ci, avec un cadrage qui coupe les éléments, une grande frontalité. Alors, des traits qui viennent cerner le personnage et des formes plutôt aiguës, angulaires. Donc, ces éléments-là, celui-ci ou voilà, ce que l'on peut voir ici dans la gravure, qu'ils ont beaucoup pratiqué, donc avec cette simplification en même temps des moyens utilisés par l'artiste et de nouveau la référence à la culture primitive, océanienne. Donc ces éléments se sont vraiment inscrits dans la jeune génération de certains artistes en Allemagne au début du XXe. Et en fait, quand on se retrouve au début des années 80, on a de nouveau cet élan, cette manifestation expressionniste qui va être présente de manière assez puissante, et notamment chez l'artiste Baselitz, Georg Baselitz. Donc ce travail peut s'inscrire à nouveau dans ce prolongement et dans cette accentuation. Vous voyez la manière dont on perçoit l'être humain, la relation de l'être humain avec la société. Et ici, peut-être, qu'en regardant l'image, vous vous dites, mais est-ce qu'il n'y a pas une erreur? Est-ce que la toile n'est pas posée à l'envers? Mais pas du tout. Donc cette toile de 2,50 m de côté, avec justement un contraste fort entre une partie couverte de peinture blanche, où vous avez une gestuelle très marquée, et un bord noir, qui se répète avec une sorte de quadrangle dans le coin inférieur droit, qui vient faire écho quelque part à la cage thoracique que vous avez de la personne. Baselitz va faire le choix, à partir de 1969, de travailler en ayant donc décidé d'inverser ces figures. Donc, si vous voulez, la figuration est bien présente, mais elle est présente en étant positionnée totalement à l'inverse, je dirais, de ce qui étaient les conventions dans la production de l'image, ce qui va avec la gestuelle qui est assez brutale, déployer donc cette dimension expressionniste. Il faut savoir que le néo-expressionnisme auquel appartient Baselitz s'est directement fait reconnaître lors des grandes manifestations d'art contemporain. Par exemple, à la Biennale de Venise en 1980, on a déjà présenté des travaux néo-expressionnistes à la Documenta de Cassel, également en 80. Donc très très vite, cette manière de peindre, cette manière de dire a été favorablement accueillie par le monde de l'art. Alors, probablement, sentez-vous, il y a une sorte de cri, il y a comme ça un sentiment de révolte, je dis brutalité, violence, révolte qui se fait ressentir et qui va être d'autant plus fort que la silhouette, si vous voulez, on ne la lit pas d'abord en y retrouvant une position
qui serait celle à laquelle nous sommes habitués, qui serait celle, je dirais, du monde commun, du monde de la vie de tous les jours. C'est là que vous avez la force de l'image. L'inversion, donc garder la silhouette, mais en même temps la positionner dans l'autre sens, va lui donner une force supplémentaire. Et Baselitz, de cette manière-là, s'interroge sur l'espace que constitue la toile. Il a dit « J'ai toujours été persuadé que mon travail était bon, comme celui de Penck, Lüpertz, Immendorf. Mon travail ne pourrait être fait ailleurs par des Français ou des Américains, par exemple, encore moins par des Italiens. Je suis un artiste allemand et je ne sais pas ce que mes peintures peuvent donner aux autres. L'art n'a pas pour but d'enseigner ou d'apporter des renseignements. Il ne peut servir qu'à une chose, être regardé. » Donc Baselitz est bien conscient et affirme son appartenance à la culture allemande, quelque part refusant les images ou les modèles qui pourraient être apportés donc, par d'autres identités européennes, voire américains. Et c'est justement en allant chercher son modèle, sa référence dans la pratique allemande antérieure qu'il vient ici s'illustrer. Voici une autre démarche qui s'intitule « Peinture au doigt, virgule aigle », donc un petit peu antérieure, 1972. Je disais, depuis 69, il va trouver sa propre solution pour garder un contact avec le figuratif, mais en même temps basculer, s'échapper complètement de cette référence à la réalité qui est soumise à la loi de la pesanteur, donc le haut, le bas, la verticalité des figures. Lui va complètement renverser, c'est sa manière à lui de se libérer d'une certaine forme de représentation, je disais donc d'évacuer les conventions visuelles, et son travail va se renforcer par rapport à cela. Donc si vous voulez l'intention, la force de la démarche de Baselitz, produisant une image, ne va pas résider, ne va pas tenir dans le fait que son sujet peint représenterait une analogie, serait conforme à ce qui se passe dans la réalité, au traitement de l'espace dans la réalité. Justement, la force de son image vient de cette rupture, et simplement le travail est véritablement expressif par le choix de la couleur, par la mise en œuvre, par la gestuelle qui est très marquée, et par cette inversion du sujet qui devient un principe propre à Georg Baselitz. Peut-être est une manière pour lui de dire aussi, de dénoncer qu'il y a une espèce de folie dans ce monde très agressif qu'il ressent. Pour vous montrer, donc voilà l'image telle que Baselitz souhaite que nous la voyons. Et si je la fais basculer, voilà ce que ça donne. Et peut-être, justement, percevez-vous la puissance expressive de Baselitz se manifeste d'autant plus que nous ne cherchons pas à identifier, si vous voulez, à reconnaître le sujet, mais simplement que l'œil passe par ses surfaces, par ses zones, par ses rythmes, par ses contrastes, qu'on soit donc beaucoup plus dans le pictural pour lui-même que dans le fait que Baselitz servirait du moyen de la peinture pour représenter l'oiseau. Son but ne tient pas à la représentation. Vous voyez comme son travail est extrêmement plus puissant. Qu'en ne cherchant pas à reconnaître l'aigle, on ne s'attache pas à une image qui serait de l'ordre de la représentation, puisque depuis l'art moderne, l'artiste ne poursuit plus cette idée. Donc depuis Manet, depuis les artistes contemporains de l'impressionnisme, donc vers fin des années 1870, début des années 80,
et les mouvements d'avant-garde du début du XXe, l'art en a fini avec l'idée de représenter la nature. Donc d'autant plus ici, quand on est pratiquement un siècle plus tard, il faut laisser de côté cette idée ou cette manière d'aller rencontrer l'image artistique avec cette question qui pourrait nous tarauder ou qu'on aurait du mal de mettre de côté. Mais qu'est-ce que ça représente? Je ne comprends pas qu'est-ce que ça représente. Ça ne représente plus. Donc l'image, aujourd'hui, ne fonctionne pas, et elle n'a jamais d'ailleurs fonctionné comme ça, ne fonctionne pas comme une surface qui reproduirait, qui viendrait copier la réalité. En aucun cas. Et donc ici, je pense qu'on perçoit très très bien l'incidence. En même temps, on garde la figure, mais on se détache de cette volonté de représentation. Et c'est là aussi que Baselitz vient chercher une force dans sa dimension expressive. Alors, peut-être avez-vous cette question, mais comment peint-il? Je veux dire, dans quel sens, si ma question est plus précise, dans quel sens peint-il? Eh bien, Baselitz peint dans le sens où on lit son travail. Donc, comme ça. Il ne peint pas l'image dans le sens habituel d'une reproduction pour après nous proposer la lecture de sa toile inversée. Donc, voilà, quand on regarde d'un plus près cette même image et qu'on peut déceler, on peut percevoir littéralement le sens du geste, la façon dont il vient déposer ces couches de matière, et qu'en plus, si on n'avait pas l'œil extrêmement exercé, je vous mets sous les yeux un petit commentaire de la Fondation Beyeler, donc là où se trouve ce type d'image. Donc ici, elle est à la Pinacothèque de Munich, mais c'est véritablement voilà, le même type d'œuvre qui a été à un moment donné à la Fondation Beyeler. Et on dit ceci, le titre renvoie simultanément à la technique et au motif de l'œuvre, puisqu'ici, il est mis peinture au doigt. De fait, Baselitz a peint directement avec les doigts et la paume des mains cette peinture au doigt, ainsi que d'autres tableaux portant le même titre. Donc, ce travail n'est pas esselé. Le contact direct entre le corps de l'artiste, la peinture, le médium, et la toile renvoie donc au processus sensuel, tactile de l'acte de peindre. Avec l'aigle, Baselitz choisit délibérément un motif qui suscite différentes associations, qui est fortement connoté sur le plan symbolique. L'aigle, roi des airs, incarne notamment la force, la puissance, la clairvoyance, le courage. C'est un motif récurrent chez Baselitz et doit à ce titre être compris ici comme une provocation. L'aigle n'est-il pas l'animal héraldique le plus répandu avec le lion? On ne peut pas oublier que nous sommes en Allemagne aussi. Du fait du renversement de la représentation, nous voyons un aigle fondant sur sa proie et simultanément abattu en plein vol, ce qui produit un effet étrange et déroutant. Baselitz ne retourne pas ses toiles après coup, il les construit à l'envers dès le premier stade de l'exécution. L'attention se trouve ainsi attirée vers l'acte pictural lui-même. Donc si nous avions encore un doute, voilà un commentaire réalisé par la Fondation Beyeler, c'est disponible sur le site par rapport à un moment où des toiles de cet ordre ont été proposées, et il y a bien là une affirmation du procédé utilisé par Baselitz. Dès le moment où il conçoit le motif de son travail, il décide de peindre selon le sens dans lequel l'image nous sera montrée, exposée. Donc l'oiseau est peint à l'envers puisqu'il ne s'agit pas de chercher la représentation. Donc vous voyez cette importance en tant qu'expressionniste du rapport entre la matière pigmentaire, le corps qui va directement être quelque part le pinceau, la brosse qui va déployer tout ce gestuel, cette sensualité de contact avec la matière pour produire l'image. Donc ça s'inscrit littéralement dans la tendance néo-expressionniste de Baselitz. Je vous montre, voilà encore un autre travail
de 1983, intitulé Le souper à Dresde. Donc ça pourrait peut-être davantage ressembler à l'écart de la fenêtre si on prend la partie de droite. Donc quand vous regardez la toile, de nouveau de grand format, c'est vrai que chez certains néo-expressionnistes allemands, on peut éprouver peut-être un sentiment à un moment donné d'écœurement. C'est comme une sorte de débordement par la manifestation colorée, la gestuelle, et aussi parce que on se retrouve devant de grands formats. Vous voyez, la toile mesure donc, quand on est face à elle, 2,80 m sur 4,50 m. C'est comme si elle s'articulait, je veux dire, en différentes surfaces. Donc, au niveau de sa largeur, on pourrait retrouver plutôt une articulation en 3 moments, un peu comme un triptyque, qui est unifié par la bande horizontale qui se trouve au-dessus. Et vous voyez que à travers ces confrontations, je veux dire, ces juxtapositions de surfaces de couleurs qui ne sont pas délimitées par des traits, hein, qui viennent, je dirais, s'affronter, il y a surtout cette expression extrêmement forte des têtes. J'ai plutôt envie de dire des têtes que des visages. Vous voyez, des têtes où on a des sortes d'orbites comme ça, vides, hein, couverts de matière bleue d'un côté, blanche ou rose-rouge de l'autre. Il y a quelque chose d'une déshumanisation, comme il le disait, quelque chose d'une folie qui se ressent. Peigne parlait de ça, mais on le retrouve chez Baselitz. C'est souvent effectivement des artistes, je vais vous le rappeler pour les membres de Die Brücke, qui s'opposent, qui sont en révolte, parfois en rébellion contre certains aspects de la société, contre certaines valeurs qu'ils ne partagent pas. Et on sent ici justement toute la difficulté pour l'humain de pouvoir simplement, j'aurais tendance à dire, se tenir droit dans l'existence, dans la vie. Donc les corps sont comme agités, il y a des espèces de contorsions, de déformations, il y a une absence littéralement de détails et de représentations, je dirais fidèles à l'apparence humaine. On est plutôt comme si on avait débarrassé la belle apparence et pour se retrouver dans ce qui s'éprouve, dans ce qui se fait ressentir au niveau de l'intériorité de l'individu. Et pareillement, hein, je peux voilà, vous la mettre dans le bon sens. Voyez ici, il y a quelque chose de peut-être d'une narration qui se construit. On aurait tendance, avec une certaine logique, à glisser dans notre lecture d'une partie vers l'autre partie et de chercher une explication rationnelle. Et quand on prend l'image telle que Baselitz l'a voulu, les surfaces où justement l'expressivité, la gestuelle, les confrontations de couleurs sont les plus fortes, constituent le propre de sa peinture. Donc c'est bien là que la picturalité se laisse mesurer, saisir dans toute sa gravité et que l'image est la plus forte, et pas quand on est dans une certaine logique de représentation en établissant finalement un fil conducteur entre le premier moment, le deuxième moment, le troisième moment qui constituerait l'image. Et je pense aussi que notre imagination est beaucoup plus en éveil quand on est avec l'inversion de l'image que dans l'autre sens. Donc ce sont des procédés que Baselitz a explorés, si vous voulez, et qu'à partir de 1969, il a complètement adopté. Donc à ce niveau-là, en tout cas dans sa pratique picturale, il fait preuve d'une certaine liberté. Et sa matière est assez riche, elle est assez intense, elle est assez onctueuse. Et c'est peut-être une façon pour lui de répondre à une part d'agressivité qu'il vit en tant qu'être humain dans la société.
Est-ce qu'il peignait vraiment à l'envers Ben oui, ou il il tournait peint. après? Non, 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 non. Ah ben non, parce qu'alors, je veux dire, s'il peint comme ça, si je vous remets ici, s'il peint comme ça n'a aucun sens de nous la donner Ouais. à lire comme ça. Uh-huh. Donc en fait, il l'a peint totalement de cette manière-là pour nous demander justement de quitter cette lecture qui serait de chercher une relation imitative entre la peinture et le réel. Ce qu'il D'accord. veut, c'est donner une force à son image et donc son image doit être débarrassée d'une relation d'analogie. C'est tout à fait autre chose et c'est là que sa puissance d'expression va être la plus grande. Donc sa volonté, à partir de 69, est d'avoir travaillé comme ça. Et c'est vraiment un élément caractéristique de l'image chez Baselitz. D'accord. Parce que si nous restons avec les Allemands, toujours donc le développement de l'importance du geste, de la matière. Donc ces éléments-là étaient communs chez les taggers, mais ici, donc, ils ne font pas partie, ils ne sont pas inscrits dans l'art graffiti, hein, c'est le nouvel expressionnisme. De nouveau, je vous montre cette image pour que vous preniez peut-être encore plus conscience donc, de l'importance des formats. La majorité d'entre eux travaillent donc des surfaces de plusieurs mètres de matière avec un relief. Il y a vraiment une composante extrêmement, extrêmement forte. C'est pas une peinture lissée, je veux dire, c'est pas une matière qui est déposée avec voilà un traitement qui serait extrêmement délicat. Au contraire, on a des dépôts de matière qui vont donner une densité. Et ici, vous avez un travail qui appartient à un artiste qui s'appelle Anselme Kiefer, donc qui fait partie des tout grands artistes donc qui sont toujours là aujourd'hui, hein, contemporains, et qui ont véritablement déployé depuis des décennies une réflexion sur la place de l'homme, sur l'origine, d'où nous venons, quelle est en quelque sorte, quels sont nos ancêtres et quel est l'espace le plus lointain à partir de laquelle la vie s'est formée. Donc il y a une quête, il y a une recherche importante chez Anselme Kiefer. Et je vous montre ce travail restant donc totalement contemporaine des travaux de Baselitz. On est au début de la démarche de Kiefer qui travaille toujours aujourd'hui. Et je vous la montre parce que cette œuvre s'appelle, par la traduction, L'arbre à la palette. Il fait usage de la peinture à l'huile et il mêle le plomb. Et d'emblée, les matériaux qui seront ajoutés à l'huile seront très importants et le plomb étant une des matières qu'il va continuellement utiliser. Et qu'en même temps, le titre, si vous voulez, l'arbre à la palette, fait directement écho à Anselme Kiefer lui-même. L'arbre ici est un pin, ce que vous voyez est un tronc d'un pin, et Kiefer en allemand signifie le pin, donc P-I-N. Et puis la palette que vous avez, cet élément de plomb qui était placé sur la couche de matière picturale, est directement l'évocation de la pratique de la peinture. Donc ce tableau est une sorte d'autoportrait, si vous voulez, qui présente directement l'attitude, l'engagement d'Anselme Kiefer. Donc c'est un peintre qui est né en 1945. C'est aussi un élément, je ne sais pas si on doit dire, qui a orienté ce qu'il est devenu, mais voilà, être né à l'extrême fin de la Deuxième Guerre mondiale va très très vite amener Anselme Kiefer, au fur et à mesure de ces années donc, où il reçoit son enseignement, où il va procéder à des lectures très diversifiées, que ça soit d'un point de vue philosophique, que ça soit d'un point de vue littéraire, poétique, que ça soit les textes sacrés, donc la Bible, le Talmud, la Kabbale. Très très vite, Anselme Kiefer va aussi interroger sa propre nationalité. Donc il est allemand, mais l'allemand ne peut pas ne pas à un moment donné réfléchir sur son lien à la culture juive.
Et très très vite, le travail de Kiefer va être en relation avec la mémoire et l'oubli. Et donc, il va déployer des sujets extrêmement, extrêmement forts qui s'inscrivent dans l'évocation donc de l'histoire avec majuscule. Et voilà ici une réalisation de 1982 intitulée Nuremberg. Et de nouveau, si l'œil prend un petit peu de temps pour circuler sur cette grande surface, peut-être arrivez-vous à vous laisser porter par une série de traits ou de tracés, comme de sillons, depuis l'avant de l'image vers un horizon qui est très très haut. Vous voyez, c'est pratiquement tout au bout, je dirais, de la toile. Donc là convergent toutes les lignes de sillon, donc dans le champ. Et quand vous êtes à la hauteur de l'horizon, que vous partez vers la droite, vous allez peut-être arriver à lire Nuremberg, qui est inscrit. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais voilà, là je tourne et là est écrit Nuremberg. Donc, c'est l'intitulé effectivement de son travail. Nuremberg, c'est un festival important. Et ici, dans l'image, alors c'est pratiquement impossible que vous le lisiez, mais sous les couches de matière, c'est-à-dire qu'au-delà de la peinture, il y a réellement de la paille qui va être mêlée. Je vous disais, on est loin d'avoir des surfaces lisses. De la paille va être mêlée à la matière picturale. Et Anselme Kiefer a inscrit à l'intérieur, dans l'épaisseur de cette matière, des prénoms sous forme de petits cartels. Et il y a notamment le prénom de Eva, Ève, qui rappelle évidemment l'Ève biblique, la première femme, celle qui est considérée comme la mère des êtres humains, qui va venir également se greffer ici à l'intérieur de l'image. Donc Anselme Kiefer superpose à travers une appellation plusieurs significations, parce que progressivement, on va découvrir qu'il y a une grande valeur symbolique à l'intérieur de son travail. Mais Nuremberg, c'est également, on dit c'est à Nuremberg, promu par Hitler, capitale idéologique du Troisième Reich, et où avaient été promulguées en 1935 les lois antisémites que les Alliés choisirent pour y juger devant un tribunal militaire international 24 hauts responsables et 8 organisations du régime nazi, dont la Gestapo et les SS. Ces hommes étaient accusés de crimes de guerre, de crimes contre la paix et contre l'humanité. C'est dans le palais de justice épargné par les bombes que se tiendra le célèbre procès de Nuremberg entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946. Il est donc 45, l'année de naissance d'Anselme Kiefer. Donc, cette venue au monde aura une répercussion importante et Anselme Kiefer se sent quelque part contraint d'interroger le peuple allemand et son attitude donc par rapport notamment à l'identité juive ou la relation au monde juif. Donc, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Comme son travail se compose de plusieurs couches, bien, vous avez différents degrés à découvrir dans la conception du travail d'Anselme Kiefer. Donc, ça demande, si vous voulez, cette mise en cette création picturale, mais auquel il ajoute des matériaux, et ces couches, certaines que l'on ne voit pas, demandent de s'informer. Anselme Kiefer est quelqu'un qui a énormément de connaissances, en tout cas il s'est donné les moyens. C'est quelqu'un qui a une bibliothèque extrêmement vaste, et il s'est nourri beaucoup de ses lectures pour mettre en œuvre sa création, et donc on apprend beaucoup
avec Anselme Kiefer, à découvrir tous les liens qu'il a établis en tant qu'Allemand. Mais si on ne se donne pas les moyens, ou si on ne va pas dans des ouvrages qui expliquent la démarche d'Anselme Kiefer, on passe à côté de plusieurs significations. Donc Anselme Kiefer se présente, si vous voulez, comme étant un très très grand lecteur, et tout son travail va s'appuyer sur les attitudes des hommes de lettres ou des poètes, sur les thèmes qui sont traités, alors qu'on se retrouve chez des auteurs allemands autrichiens comme Ingeborg Bachmann, Paul Celan qui est roumain d'origine juive, donc Céline, Paul Valéry, Velimir Klepnikov qui est lui russe, Osip Mandelstam qui est aussi en relation avec la Russie. Ce sont tous des poètes assez présents dans la recherche, je dirais, de la modernité, c'est-à-dire d'amener une réflexion, une pensée qui va chercher à s'exprimer dans une certaine liberté. Robert Fludd, lui, est au contraire un philosophe anglais plus ancien. Mais Anselme Kiefer va véritablement être enveloppé, accompagné de toutes ces références littéraires. Alors, il est donc venu de l'Allemagne pour s'installer en France en 1993 et il a véritablement racheté un village abandonné dans le Gard, donc dans le sud de la France, où il a développé un atelier et il a mis en œuvre des créations architecturales, mais il a créé en creusant dans le sol. C'est une démarche tout à fait particulière. Il y a un document qui existe et qui montre ce travail justement d'élaboration d'une architecture dans le sol. Il y a établi donc son atelier, mais un très vaste atelier parce qu'il se déplace en vélo entre ces espaces de travail d'exposition. Et puis, donc plus récemment, en 2007, il a fait le choix de remonter du sud de la France et de venir s'installer à Paris. Il faudrait expliquer aussi que l'âge aidant, Anselme Kiefer a plutôt privilégié la capitale parisienne, enfin les environs. Hein. Et fondamentalement, il dit que ce qu'il aurait voulu être, c'est en fait un poète. On a toujours envie d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'aimerais être poète et me servir d'une plume seulement. Or, ce n'est pas le cas. Et comme je vous disais, il y a quelques personnes qui vont vraiment permettre à Anselme Kiefer de découvrir de façon plus précise qui il est, quelle est l'identité qui le forge. Et c'est entre autres Paul Celan, donc poète juif né en 20 en Roumanie, mais dont les parents sont morts dans le camp de concentration allemand, donc étant totalement victimes de l'attitude du pouvoir nazi. C'est lent de dire comment dès lors vivre en bonne intelligence avec la langue maternelle. Et c'est une question qui va fort interpeller Anselme Kiefer. Ingeborg Bachmann va travailler dans ce sens. Comment oser réutiliser la langue allemande pour parler de ce qui est éprouvé par l'humain quand on a été soi-même ou les siens victimes de la persécution de ces dirigeants allemands. Et Anselme Kiefer et Paul Celan, donc, qui cheminent notamment pour des sujets, des titres d'œuvres pour Kiefer, créent une belle relation, un bel échange entre la démarche picturale, le choix de la mise en œuvre d'une image par la peinture et les images qui naissent par l'écriture et l'écriture poétique de Celan. Et donc, les penseurs en général, les philosophes, les autres créateurs, les musiciens vont être extrêmement attentifs et influencés par ces relations. Et on peut découvrir dans les propositions contemporaines justement des influences très très fortes entre l'écriture, qu'elle soit donc littéraire, poétique, philosophique, et le monde de la pratique pluridisciplinaire, donc plastique en général. Quelle est la relation entre le fait de regarder une peinture, mais de lire une peinture, ou de lire un texte et de regarder le texte, parce qu'en l'écoutant, il y a des images qui se forment, donc l'imagination est sollicitée autant par l'un que par l'autre, mais le langage de la peinture diffère
du langage, de l'écriture. Donc, il y a plusieurs philosophes qui ont travaillé cette relation entre l'écriture et la peinture. Et Anselme Kiefer, si vous voulez, est littéralement imprégné par le mot, par la signification, et je dirais aussi par le contenu caché de l'image, quand il s'agit donc de réfléchir, de déployer sa pensée sur des relations aussi fortes que celles qui ont pu marquer le XXe siècle. Donc chez Anselme Kiefer, on va retrouver des citations directement de moments de l'histoire, des citations qui proviennent de poèmes, qui proviennent de textes et qui seront soit formulés dans le titre, soit contenus dans la matière elle-même. Donc là, il y a une part de non-lisibilité qui est importante dans l'image de Kiefer. Alors je vous disais, Anselme Kiefer, il lit beaucoup, il a besoin de se positionner par rapport à ce qui constitue vraiment la question de l'origine. Donc, il va se référer à des grands livres, et notamment ce qui concerne la Bible, toute la mémoire juive et l'histoire de la Shoah. Il va lire la Kabbale, il va se tourner vers le Talmud. Et il y a un sujet qu'il va traiter à plusieurs reprises, qui est le sujet concernant Lilith. Donc peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette femme, peut-être pas. Donc le mot Lilith apparaît dans le travail que vous avez sous les yeux. Donc lui-même aussi, Anselme Kiefer, va se servir du mot qu'il va intégrer sur sa surface de travail. Donc le titre est là au-dessus, vous le voyez peut-être. Et très souvent, le thème de Lilith va se traduire par la présence, l'évocation en quelque sorte de vêtements qui parlent aussi de l'absence. Le vêtement, il est là, mais il est placé au niveau d'un cintre, vêtements de taille différente, donc réel vêtement, hein, qui est fixé sur la paroi avec, vous voyez, du sable, avec des cheveux, du plomb qui interviennent. Et donc, on en arrive à avoir un réel relief. Donc, si vous voulez, la peinture va commencer à se densifier avec la matière. Et ce sont des éléments qui vont revenir de manière très régulière chez Anselme Kiefer. Là, je me rapproche pour vous montrer d'autres travaux concernant le même sujet. Voilà de petits vêtements de coton suspendus par des cintres qui sont recouverts, j'emploie ce terme-là, de sable, de ciment, et qui sont placés sur ici des feuilles de plomb, dont vous voyez certains bords qui sont un peu recroquevillés comme cela, et entre lesquels donc viennent s'accrocher les cintres. Donc une présence forte parce que le vêtement est ramené à l'humain, mais l'humain n'est pas là comme tel. Donc c'est le rapport de la présence, mais par l'absence. Voilà, en élargissant pour un autre travail concernant Lilith, ce nombre important d'évocations d'êtres humains de tous les âges, ça devient pratiquement de l'ordre d'une grande fresque. Donc les dimensions vont énormément s'agrandir chez Kiefer. Voilà, Lilith et la mer Rouge en 1990, donc il se trouve à Berlin. Et vous avez cette articulation de nouveau en trois moments, avec surtout dans le panneau central cette concentration de vêtements. Et juste pour que vous sachiez, donc Lilith proviendrait du nom d'une déesse sumérienne, celle des vents. Mais Lilith est aussi, dit-on, le premier symbole de l'inversion des valeurs. C'est une déesse primordiale. Et les nouveaux dieux pères l'ont transformée en fille diabolique du grand dieu Anu. Elle sera expulsée des cieux par son père et rejoindra finalement les démons et les animaux sauvages. Donc Lilith aura cette tendance à se venger des dieux
On dit qu'elle s'attaque aux nourrissons, aux innocents, qui n'ont pas encore pu commettre de faute contre les dieux. La tradition la rend responsable des maladies et de la mort des nouveau-nés. Mais Lilith apparaît également au niveau de la Bible. Donc, elle est une représentation symbolique du matriarcat, donc au moment où la société était plutôt dirigée par les femmes, avant que ce soit l'homme qui prenne un peu le rôle plus autoritaire. Et Lilith serait la première femme d'Adam, donc elle précède Ève. Lilith a été répudiée, elle a été par la suite chassée du paradis parce qu'elle était insoumise à son époux, dit-on, parce qu'elle était libérée sexuellement. Mais il y a juste le texte d'Isaïe qui en parle au verset 34. Enfin, voilà, j'ai vérifié dans la Bible. Donc c'est une personnalité extrêmement forte qui fascine Anselme Kiefer. Donc Lilith, la déesse des ténèbres, de la folie vengeresse, créature démoniaque, qui est aussi décrite dans le Talmud comme s'attaquant aux femmes enceintes, au nouveau-né. Elle est aussi donc pour l'artiste un symbole de révolte. C'est donc dans sa transposition à lui, dans la manière dont il va créer un travail à partir de ce sujet. Donc on dit souvent un envol de vêtements en plomb, en tissu, collés sur des photographies parfois aériennes de métropoles modernes. Et je veux dire, ce sujet va pouvoir être déployé à plusieurs reprises, Anselme Kiefer gardant une certaine fidélité à des thèmes à travers lesquels donc il y a un questionnement, il y a une réflexion sur l'identité qui se manifeste de façon extrêmement forte. Et on a donc ça fait partie des grands sujets qui appartiennent véritablement aux images les plus chargées, les plus fortes d'Anselme Kiefer.